Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans les bureaux du cabinet KPDB qui nous reçoit très amicalement et en compagnie de Maître Bertrand Lux, membre du Conseil de l'Ordre, en charge, si j'ai bien compris, de la vérification des sites internet et de l'homologation des sites internet des avocats sur le barreau de Bordeaux. Alors, petite présentation rapide, Maître Lux, vous avez fait vos études à Bordeaux, avec un parcours également à l'Université de Montréal, notamment à l'école de criminologie, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Vous avez une formation en droit commercial, droit des sociétés, et vous avez eu votre CAPA en 2002. Vous êtes aujourd'hui avocat associé au cabinet KPDB et membre du Conseil de l'Ordre depuis 2013. Exactement. D'accord. Alors, la première question... l'entretien va être en 4 parties, puisque on va s'intéresser à l'avocat numérique, mais également aux questions qui sont un peu annexes, c'est-à-dire la question de l'absence physique de l'avocat, puisque c'est ce que permet l'avocat numérique, la question de l'approche et le fait que la profession soit saisie de cette opportunité, avec tout ce qu'a pu faire le barreau, mais également le Conseil national des barreaux sur cette question, et enfin on va conclure avec la question de Legal Tech, autant du côté des avocats que des personnes qui sont extérieures à la profession. Ça vous convient ? Parfait. Très bon bien. Programme. Alors, la première question, qui est notre question traditionnelle pour conclure l'introduction de nos émissions, c'est pourquoi avocat ? Pourquoi pas D'abord pour la défense, par curiosité intellectuelle, parce que j'aime bien manier les concepts. La défense de la veuve et l'orphelin, probablement, mais j'en suis bien loin aujourd'hui. Mais en tout cas, la défense des droits et libertés fondamentaux, pour sûr. Et puis après, l'activité professionnelle va vous orienter vers différentes matières qui font qu'on est loin de l'image d'Épinal qu'on avait de la profession quand on a commencé à user ses pantalons à l'université. Avocat, parce que c'est une profession protéiforme. Je pense qu'on peut... Voilà, j'ai juste 15 ans de barre aujourd'hui, un peu plus, et le métier que j'exerce en 2017 n'est pas tout à fait le même que celui que j'exerçais en 2012, et j'espère surtout qu'il ne sera pas le même en 2017 que celui que j'exercerai en 2025 ou 2030. Oui, en plus, vous avez une particularité, c'est que vous êtes avocat donc, à Bordeaux, mais également au barreau du Québec, et il me semble que vous avez été également avocat dans les dom-toms, puisque vous avez été avocat à Papeete. Voilà, donc j'ai connu différents statuts d'exercice de la profession, collaborateur libéral, avocat salarié dans les dom-toms, où je travaillais essentiellement pour un cabinet qui défendait les compagnies d'assurance, les compagnies aériennes et les grands hôtels, avec des concepts de droit qu'il fallait adapter à la spécificité locale. Je fais ça pendant 3 ans. Et après, depuis 10 ans, je suis associé chez KPDB, où j'ai repris un portefeuille demandant institutionnel en droit des assurances, droit bancaire et plusieurs PME locales, on va dire. Et après, il faut toujours se renouveler, et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ces nouvelles technologies, à l'innovation et à toutes les déclinaisons de notre profession par l'intermédiaire du numérique, notamment. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout d'accompagner des créateurs d'entreprises, donc des créateurs de richesses, dans leur processus, dans leur développement. Parce que je dis toujours, surtout dans ce milieu-là où ça va extrêmement vite, qu'il faut de prime abord toujours penser dans un business plan à avoir une ligne conseil, une ligne juridique pour se protéger ses idées et puis savoir dans quelle structure on va exercer. Parce que souvent, ces jeunes gens dont les idées fusent à l'intérieur de leurs esprits, ils vont se mettre à 2 ou 3, ils vont créer une application, un logiciel, ils vont se faire voler l'idée et ils auront oublié la première case pourtant primordiale que d'aller voir un avocat au barreau qui les conseillera et les assistera dans la création de leur entreprise et ensuite dans le vécu de l'entreprise et le cas échéant dans les combats judiciaires qu'il faudrait mener contre tel ou tel qui aurait volé leur idée. Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs moyens de défendre, de protéger, de sanctuariser une idée, notamment par exemple avec l'INPI. Mais est-ce que les moyens de l'INPI sont adaptés aujourd'hui pour protéger quelque chose qui, par essence, est relativement protéiforme, voilà, comme oui.
Mais en tous les cas, il faut qu'ils aillent voir, voilà, il peut y avoir aussi un conseiller en protection intellectuelle ou industrielle, les CPI, mais aller à la CCI, la Chambre de commerce et de l'industrie, avec toutes ces chambres-là, les barreaux ont des partenariats, rencontrer un avocat, bien voir la structure dans laquelle ils vont exercer, comment ils vont développer, et ensuite on déclinera avec eux les différentes possibilités de protection. Et c'est intéressant d'être confronté à la richesse d'aujourd'hui et la richesse de demain, c'est-à-dire ces jeunes entrepreneurs, ces forces vives, des vraies forces vives. Donc j'ai intégré cette profession dans cet esprit-là, aider, accompagner, conseiller, et puis défendre en amont, et puis après parfois au combat judiciaire que j'aime. Et j'aime porter ma robe encore. Oui, parce que vous n'êtes pas qu'un avocat conseil. Vous êtes non, aussi je ne suis pas avocat conseil, je suis un avocat avec un grand A et imprégné de toute ma déontologie. Je porte ma robe, j'aime aller défendre mes clients, quels qu'ils soient, devant toutes les juridictions à travers toute la France. Vous disiez que je suis inscrit au barreau du Québec depuis 3 ou 4 ans maintenant. Là, c'est pareil, c'est pour avoir le champ des possibles qui s'ouvre. Peut-être que je ne resterai pas à Bordeaux toute ma vie. En tous les cas, chose est certaine, c'est que les prestations juridiques que nous vendons, que nous offrons à nos clients, elles dépassent les frontières. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut développer, même dans l'agroalimentaire, c'est la dernière commission économique qui a été faite avec Bordeaux et Québec, à la fin août ou début septembre, le commerce ne se fera pas que à Bordeaux, que en Gironde. Il dépasse nos frontières, raison pour laquelle il est important, primordial, d'avoir un pied dans un barreau et un pied dans l'autre, en tout cas pour ce qui me concerne. Parce que vous avez monté avec le barreau de Bordeaux un accord, un partenariat entre le barreau de Bordeaux et le barreau du Québec avec une association qui réunit les deux. Le barreau de Bordeaux est jumelé avec d'innombrables barreaux étrangers. Et ces jumelages, qui sont d'abord souvent des histoires d'amitié entre tel bâtonnier et tel autre, après il faut que ça perdure et que ça vive. Et donc j'anime effectivement, sur délégation de M. le bâtonnier, ces relations internationales Bordeaux-Québec, pour, au-delà de l'amitié, au-delà de la formation, des visions comparatives qu'on peut avoir des systèmes, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, sur leur approche numérique et la nôtre, au-delà de ça, faire des affaires, parce que l'avocat que nous sommes, les avocats que nous sommes sont des chefs d'entreprise où il faut aussi avancer, avoir une certaine vista pour développer nos activités. Parce qu'il y a on est 1589 avocats à Bordeaux. Est-ce que c'est trop? Plus la promo qui doit arriver là. Ils seront, voilà, plus notre promo, plus peut-être. Là, on est beaucoup à faire tous la même chose. Voilà. On n'est pas beaucoup trop d'avocats, on est trop d'avocats à faire la même chose. Donc il faut trouver des niches, des idées, et en se confrontant à l'extérieur, à l'international, on peut trouver des dynamismes économiques. Donc l'idée, c'est effectivement d'échanger culturellement, juridiquement avec nos confrères québécois. Au-delà, c'est de lier des courants d'affaires, et c'est ce que nous nous employons à faire depuis maintenant 2 ou 3 ans. Oui, d'accord. Voilà. Ben, je vous remercie donc pour ces premiers propos introductifs. Je remercie, alors je le signale, Alexandre Saint-Laurent, donc, qui était élève avocat également à l'EDA Aliénor avec moi, dans la promotion Patrice Spinozzi, et qui m'a aidé à réaliser cet entretien. Donc je voulais le signaler. Merci Alexandre. Voilà. Et on va peut-être se lancer dans le vif du sujet. Ouais. Alors, le vif du sujet, c'est l'avocat numérique. Alors, d'abord, je me suis intéressé à cela dans le cadre de mes fonctions ordinales depuis presque un peu plus de 5 ans maintenant. Au début, le bâtonnier d'alors m'avait confié le périmètre du droit. C'est important, le périmètre du droit. Vous savez ce que c'est, le périmètre du droit? C'est la protection. Nous sommes une profession réglementée. Et à ce titre, nous avons un monopole pour le conseil juridique. Donc ça fait un petit précaré, diront certains. Nous, on appelle ça un périmètre du droit. Et dans ce périmètre du droit, non pas qu'on soit ultra protectionniste, ultra vieux jeu, mais on veut que les gens qui prodiguent des conseils aient l'estampille avocat. D'accord. Et ce n'est pas rien d'avoir l'estampille avocat.
Hein. Oui, c'était toute la question de ce qu'on appelait les braconniers du droit. Donc dans le cadre du périmètre de droit, il y a les braconniers du droit. Donc j'ai eu cette délégation, je l'ai encore, sur l'exercice aussi illégal de la profession d'avocat. Et tout cela a explosé avec le développement exponentiel d'Internet et des plateformes. Alors pas les legal tech, c'est pas spécialement que ça, mais des sites Internet qui proposent des prestations juridiques en ligne. Donc dans ce cadre-là, j'examine certains sites où on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'avocat derrière, qu'il y a des exercices illégaux de la profession, qu'il faut sanctionner quand c'est sanctionnable. Et donc, on ne protège pas notre précaré, on protège un périmètre du droit dans l'intérêt du justiciable pour qu'il soit certain que toutes les garanties qui sont offertes par un avocat soient offertes dans le cadre même d'une prestation dématérialisée ou quand il va sur Internet. Oui. Voilà pourquoi on lutte. On ne lutte pas pour juste notre confrérie, on lutte dans l'intérêt du justiciable. C'est ce qui nous guide derrière des garanties de déontologie, des garanties de représentation des fonds, et une assurance en cas de difficulté. Je vous dis ça parce que, à titre d'exemple, il y a eu des saisines en ligne de juridictions prud'homales, par exemple. Donc là, c'était pour moi des braconniers du droit parce qu'il n'y avait pas d'avocat derrière. Les gens croyaient vraiment avoir saisi la juridiction et ils s'aperçoivent après qu'il n'y avait pas d'avocat, que la juridiction n'est pas saisie et qu'ils étaient forclos pour le faire. Oui. Voilà, donc, donc si on veut nettoyer, si vous me passez l'expression, ces braconniers du droit qui exercent de façon tout à fait illégale sur les réseaux, on ne le fait pas tant pour se protéger ou pour avoir des honoraires supplémentaires, c'est juste parce qu'il y a un vrai danger pour le justiciable. Alors c'est pire encore pour... il y avait tout un site aussi qui a été interdit, qui se faisait passer pour des avocats pour accompagner des étrangers en situation irrégulière. Bon. Donc on lui disait, toutes les demandes ont été faites en ligne, vous ne payez pas cher, 200 € ou 150, sauf que cette personne-là, rien n'avait été fait et elle était en situation régulière en France. Pareil pour les divorces à distance faits par des braconniers du droit. Donc ça, c'est une de mes attributions au Conseil de l'Ordre. Et au-delà de ça, on m'a demandé, avec une évolution qu'il y a eu récemment, sur la communication des avocats sur Internet, sur la publicité qui existe depuis bien longtemps, de vérifier les sites Internet de nos confrères pour voir s'ils correspondent bien aux critères de l'article 10 du RIN, du Règlement intérieur national. Et une question, est-ce que c'est également vous qui vous occupez de vérifier la publicité? C'est-à-dire, par exemple, si je fais un... Oui, voilà. Donc, si je fais un spot publicitaire... Alors, voilà. Alors, vous lirez l'article 10 du RIN, que nous avons là, et ça s'appelle de la communication des avocats, je crois. Je ne sais pas... Voilà, article 10, communication. Et cette communication, ça a été changé en 2015. Cette communication va décliner la communication par les médias télévisuels, par les publicités qu'on peut faire en grand placard, en 4x3 en ville. Et il y a la sollicitation personnalisée qui a été intégrée dans notre réglementation. Et vous avez l'article 10.5, les dispositions complémentaires qui sont relatives à la publicité par Internet. Et dans cette publicité par Internet, vous avez les sites Internet que les confrères font développer pour se faire connaître, être référencés. Donc il y a un édifice réglementaire auquel doit se conformer l'avocat en respectant les règles édictées par l'article 10.5 du RIN. Après, on ne va pas être trop technique non plus. Oui, mais donc, ça fait partie de cela. Pour moi, par délégation du bâtonnier en exercice, mon contrôle doit être a priori, alors que le texte dit, pour toute publicité ou tout site internet, que dès que c'est mis en ligne, on en informe tout aussitôt le bâtonnier pour qu'il statue. De facto, on a plutôt un contrôle a priori, parce que j'essaie d'expliquer aux confrères bordelais qu'il vaut mieux me saisir avant, enfin saisir, pas moi, mais l'ordre, et je rapporte sur les questions à chaque séance tous les 15 jours, vaut mieux me saisir avant, qu'on donne notre accord, plutôt que d'être saisi par un tiers, et en leur disant, vous êtes hors des clous, et auquel cas, vous allez
Un exemple très concret, quelqu'un qui veut faire un totem publicitaire au bord d'une route. Si on estime que ce n'est pas conforme à la réglementation, on va lui dire ben, on a vu votre totem, il faut l'enlever. Sauf qu'un totem, ça peut valoir entre 15 et 20 000 euros. Oui, voilà, oui. Et donc, s'il faut l'enlever, il aura perdu 15 à 20 000 euros. Donc, autant nous donner les plans initiaux, autant nous donner l'implémentation. Voilà, oui, parce que. Voilà, bon. Mais tout cela a été vraiment libéralisé avec des avis de la commission des usages et d'exercice du CNB, du Conseil national des barreaux, qui nous donne quand même toute une sorte de jurisprudence de ce qui se fait et ce qui ne peut pas se faire, étant ici précisé que tout cela quand même est très protéiforme selon les barreaux qui sont plus ou moins conservateurs. Moi, j'ai une vision libérale des choses, je veux qu'on soit à armes égales avec ceux contre lesquels nous nous battons, les braconniers du droit, qui souvent ont plus de moyens que nous, ou plus de possibilités. Mais nous, il y a une réglementation, et à Bordeaux, croyez-moi, nous appliquons la réglementation. Et chaque confrère qui ouvre un site, ou chaque confrère qui modifie substantiellement son site internet, doit nous le soumettre pour examen. D'accord. Et alors une question tout à fait pratique, mais si je suis un cabinet qui est sur 2 barreaux, par exemple, est-ce que je dois avoir l'accord des 2 barreaux, ou est-ce que je peux avoir l'accord d'un seul ? Vous n'êtes pas sur 2 barreaux, vous avez un exercice professionnel principal. Oui, oui, secondaire. Et donc, quand vous avez un exercice professionnel principal à Paris, par exemple, vous relevez de la juridiction ordinale parisienne, et vous auriez ouvert un cabinet secondaire à Bordeaux. Donc là, c'est validé par Paris, où vous dites « j'ouvre un bureau secondaire ». Le barreau de Bordeaux, dans lequel était installé votre bureau secondaire, valide aussi, vous fait payer une cotisation. En revanche, il y a moins de difficultés dans l'exercice de cette profession effective dans le bureau secondaire. Le barreau de Bordeaux s'en saisit et saisit son homologue, l'ordre s'en saisit, pardon, et on saisit ensuite l'homologue parisien pour le cas échéant remettre le confrère ou l'avocat dans le droit chemin de la réglementation. Oui, mais c'est le barreau principal, entre guillemets, qui est compétent. Vous pouvez le soumettre au barreau principal. Ouais. D'accord. Parfait. Alors, je vais juste essayer de récupérer les questions de manière avant mon fil rouge, parce que les vertus du par cœur, c'est pas forcément aimé. Alors, on va essayer de reprendre un tout petit peu rapidement sur les obligations déontologiques de l'avocat en matière de site internet. Est-ce qu'il y aurait des obligations particulières parce qu'on a tous en tête, je pense, le magnifique site internet d'une avocate du barreau de Nice en gants de boxe Ah oui. Alors... Est-ce que c'est tout à fait déontologique ? Alors, mon cher futur confrère, parce que c'est la question combien pensez-vous qu'il y ait de principes essentiels de la profession d'avocat ? 5. Si je me rappelle bien. Et il y en a plus. Ah, d'accord. Au total, il y en a 16. Alors, ils font tellement partie de notre pratique au quotidien, mais d'abord, la profession d'avocat, elle est libérale et indépendante. D'accord ? Ouais. Ensuite, je vous dis ça pas pour rien, parce qu'ensuite, on doit exercer avec honneur, avec délicatesse, loyauté, avec un désintéressement, en conscience, avec dignité, par confraternité, modération, la courtoisie. Il faut avoir une compétence, un dévouement, une diligence, prudence, probité et, le plus beau des principes peut-être, l'humanité. Voilà. Donc tout cela, ce n'était pas inutile de le rappeler, parce que toute communication que nous ferons, que ce soit sur Internet ou toute publicité, elle doit respecter les principes essentiels de la profession. C'est une première chose. Alors le curseur, où allons-nous le placer ? Des choses qui pouvaient être contraires à la délicatesse il y a 15 ans sont maintenant autorisées. Est-ce qu'il était délicat, oui, je pense que délicat ou digne même, de mettre son nom de cabinet sur sa voiture, avoir un flocage? C'est des questions comme ça qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il est digne d'avoir le nom de son cabinet sur des jetons de caddie pour aller faire ses courses dans les grandes surfaces? Tout cela, il y a des avis qui sont donnés par le CNB et qui sont positifs. Donc on peut avoir une voiture avec un flocage, on peut avoir des jetons. Voilà, donc il faut que le support
soit digne, mais hélas, c'est vrai, que la réponse diffère selon qu'on soit à Bordeaux, Paris, Strasbourg, Nice ou Toulouse, vous voyez, ou Lyon. Il y a vraiment, on peut dire qu'il y a une réponse ordinale qui est assez protéiforme aussi sur ce qu'on peut ou ne pas faire. Alors après, quand on a un doute sur le support, s'entend, publicitaire, ou sur le message qui est fait, eh bien, on peut poser une question à la commission idoine au Conseil national des barreaux, qui vous fait une réponse, et donc ça permet d'uniformiser un petit peu les réponses. Et il y a des avis qui sont donnés, et parfois il y a des choses rigolotes, parce qu'il y a des questions qui remontent au CNB. Est-ce que je peux avoir ma publicité d'avocat dans un annuaire pornographique? C'est une question qui a été vraiment posée au CNB, et le CNB a vraiment posé en disant non, c'est pas possible. Et ça paraît assez évident, encore qu'on pourrait se dire, tiens, l'avocat est là, ça serait un peu aussi derrière cette sexualité ou cette pornographie-là filmée, il y a une traite humaine, pourquoi pas mettre une publicité d'avocat? Ça peut aider. Mais bon, ça a été refusé, je vous rassure, par le CNB et au barreau de Bordeaux et à l'ordre du barreau de Bordeaux. Je pense qu'on n'aurait pas posé la question au CNB, on aurait refusé tout aussitôt. Est-ce que je peux mettre mon nom dans des annuaires d'écoles privées où sont les enfants scolarisés? Là, c'est pareil, c'est autorisé. Le support n'est pas indigne en soi. Et donc, on peut décliner ça à l'envi. Donc, en matière de site internet, il y a évidemment, en premier lieu, quand on ouvre un site, c'est choisir son nom de domaine. Et le nom de domaine, comme maintenant l'appellation c'est inscrit dans la réglementation depuis un peu plus d'1 an, il ne peut pas être générique. Il ne peut pas avoir un nom de domaine générique. www.divorcebordeaux.com, on aurait pu y penser, c'est trop générique. Donc là, il y a des interdictions comme ça qui sont faites. Donc mon premier réflexe, quand je suis saisi, c'est de regarder quel est le nom du domaine. D'accord? Donc, le nom de domaine, c'est générique, on retoque. Après, le nom du domaine peut comporter, peut comporter le nom en entier ou en abrégé de l'avocat ou de la structure. Vous voyez, donc on regarde des choses comme ça. Du type KPDB. KPDB.fr, c'est tout à fait valable, parce que derrière, c'est une structure, en l'occurrence une SCP. Mais par exemple, je serais tout seul avocat, bertrandlux-avocat.com ou fr, ça marcherait, ça fonctionnerait. blavocat.fr, la position ordinale bordelaise, c'est non, puisque les abréviations ne sont faites que pour les structures d'exercice, SCP, CELA, voilà. Et puis le problème aussi, je pense, c'est qu'au bout d'un moment, il y aurait une impossibilité pour les autres avocats de pouvoir utiliser... Voilà, c'est ça. Alors, c'est toujours dans le respect aussi des marques qui ont déjà été déposées, des existants. Voilà. Donc je voulais juste redire, parce que vous me dites quels sont l'article 10.2, c'est tout ce qui est prohibé, c'est tout ce qui est mensonger ou trompeur. Donc vous ne mettrez pas, si j'exerce tout seul, Bertrand Lux et associé au pluriel.com. Je regarde le confrère, si vraiment il exerce dans une vraie structure d'associés, s'il y a plusieurs collaborateurs autour de lui ou pas. Donc je n'ai pas le droit de dire le meilleur avocat de Bordeaux.fr, parce qu'on ne peut pas être ni avoir de publicité comparative ni dénigrante, c'est écrit. Et jamais, faut pas créer dans l'esprit du public toute mention susceptible de créer l'apparence d'une structure d'exercice qui est inexistante. Ça, c'est important pour les jeunes avocats qui nous regardent. C'est qu'effectivement, quand ils vont commencer, ils vont être exercer à titre individuel. Et la question s'est posée il y a 2-3 ans, de dire est-ce que je peux avoir un site internet avec 2-3 copains de promo qui sont comme moi collaborateurs libéraux dans telle ou telle structure ou qui ont déjà vissé leur plaque en ville. Est-ce que je peux le faire? Il y a des décisions qui l'acceptent, un avis du CNB. C'est possible, mais ne pas faire croire à l'existence d'une structure. Donc là, on peut créer un GIE, un groupement d'intérêt économique,
pour gérer le site internet. On peut être même une société civile de moyens pour avoir un site internet, mais il faut bien mettre que chaque avocat est indépendant l'un de l'autre, a sa propre clientèle, a ses propres process internes. Il ne faut pas que le client, même s'il vient par internet, ait l'impression que derrière il y a une big five alors qu'en fait la personne est tout seule. Oui, voilà, je vais prendre un exemple. Mettons que je sois collaborateur dans un cabinet, j'ai un ami qui est collaborateur dans un autre cabinet, je ne peux pas faire un site internet, tant donné et Schröder avocat, parce que ça donnerait l'image. Ben, vous pouvez le faire, mais en expliquant bien pourquoi. Maître X a travaillé là, machin, il a ses clients, il intervient dans tel domaine, avec son adresse, appartenance au barreau de façon obligatoire, dans les mentions légales ou dans la présentation que vous faites. Donc c'est autant de choses que je regarde. La plupart du temps, nos confrères, donc je retoque sur les abréviations trop faciles dans les noms de domaine. Il y a beaucoup de confrères qui oublient de rappeler, de préciser l'appartenance à leur barreau. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on retoque le plus. Nous avons retoqué certains confrères sur les noms des clients. C'est-à-dire que c'est intelligent, je trouve, de dire, d'avoir un onglet, ils nous ont fait confiance, de cliquer sur cet onglet et de tomber sur une mosaïque de noms de clients ou d'entreprises. Et en cliquant sur le logo de l'entreprise, ça se tourne et il y a une lettre en disant « Nous sommes ravis des services de Maître Luxe ». Donc ça, cela n'est pas possible, c'est contraire à un autre principe qui est le secret professionnel, qui couvre le nom de nos clients. Cela n'est pas possible à Bordeaux parce que nous appliquons scrupuleusement la législation et la réglementation de notre profession. Et c'est hélas accepté. Je dis hélas parce que du coup on est en double vitesse par d'autres barreaux et notamment par le plus grand barreau de France. Alors, une autre question qui va un peu dans le même sens. Mettons que j'ai mon activité d'avocat qui est mon activité principale et une activité secondaire. Est-ce que je peux en faire mention sur mon site internet et si oui, dans quelle mesure? Alors, c'est pas la question piège. Attendez, l'article 10. Il y a eu plein d'avis dessus, par exemple, parce que donc il y a d'abord la publicité et ensuite tout ce qui a trait à la correspondance. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur son papier en tête? Donc il y a eu toute une jurisprudence dessus. Donc par exemple, tout ce qui est fonction élective ordinale, oui, mais si vous êtes conseiller prud'homal, vous n'avez pas le droit de le mettre. D'accord. Oui. Si vous êtes coach sportif ou psychologue, vous n'avez pas le droit non plus de le mettre. D'accord. C'est vraiment, vous devez communiquer sur parce que je ne vois pas d'ailleurs quelle autre fonction vous pourriez avoir à côté d'être avocat. Vous pensez à quoi? Arbitre professionnel par exemple? Bon, l'arbitre médiateur, c'est reconnu, donc ça on peut le mettre. Je pensais oui, arbitre professionnel par exemple sportif. Non. Non, voilà, non, oui, donc c'est une question. C'est pas la même réglementation, il n'y a pas de lien et pas davantage de lien hypertexte vers une autre page qui n'aurait rien à voir avec la profession d'avocat. Il faut être très vigilant là-dessus. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point-là, me semble-t-il. Alors, dernière question sur cette première partie sur l'avocat numérique. Est-ce que j'ai mon site internet, est-ce que je peux développer une application qui permettrait à mes clients, via le site, de gérer leur dossier, c'est-à-dire de... Oui, bien sûr. Alors, je ne sais plus ce que j'avais dans votre question. Est-ce qu'il est possible oui, et ça existe déjà. Voilà. D'accord. Cela existe déjà. Quand on dit avocat du numérique, en fait, c'est juste adapter notre exercice aux nouveaux outils qui existent. Donc, on a tous des sites internet, très bien, mais on s'aperçoit peut-être que 90% de la profession, des avocats qui ont des sites internet, n'ont pas d'onglet spécifique de gestion en ligne de leur dossier ouvert dans le cabinet. D'accord ? Alors que précisément, ça serait très utile, donc il y en a qui le font, d'avoir un onglet spécial, on clique dessus, on met nos codes secrets qui ont été délivrés par le cabinet, et on a un accès direct à la dernière mise en état, et ça évite que votre secrétariat soit submergé d'appels téléphoniques,
Voilà. Alors après, je ne sais pas ce que vous mettez derrière l'exception gérer son dossier en ligne. Est-ce qu'il ne va pas gérer son dossier en ligne, mais... Autoriser par exemple, je mets la nouvelle assignation, le projet d'assignation que je lui propose, je le mets sur son espace personnel, je lui envoie un mail en lui disant voilà, vous pouvez me l'autoriser directement. Ah oui, d'accord. Tout cela est les... possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que ce soit bien tracé pour que vous ayez, d'un point de vue en termes de responsabilité, l'accord du client avant délivrance. Donc ça, voilà, oui, alors on peut le faire par application, on peut le faire sur un onglet du site internet. Néanmoins, oui, un mail avec l'assignation et un mail qui vous répond, tout aussitôt, c'est à peu près pareil. Et moi, je pensais vraiment aux questions du client, ou vraiment sur la dernière mise en état, les dernières communications de pièces. Effectivement, il peut aller voir là directement. Vous êtes obligé de lui envoyer en lui commentant, en demandant ses observations et en lui faisant part de vos observations du professionnel que vous êtes. Mais on peut tout à fait imaginer cela. Et ça existe. On s'adapte. Oui, voilà, oui, c'est un peu le principe. Alors, je vous propose de passer à une deuxième partie qui va être, elle, sur l'absence physique de l'avocat. Et la question... Alors, première question, je remercie Alexandre qui l'a posée directement. Est-ce que je pourrais exercer intégralement mon activité, donc d'avocat au barreau de Bordeaux, en étant moi-même domicilié et résident dans un hôtel aux Bahamas? C'est un cas d'école. Alors, pas vraiment, parce que... alors, ça pose plein de... c'est une question, là, c'est un peu... C'est pas un cas d'école, mais c'est normalement... La législation en vigueur vous oblige, alors je vous ferai fi des articles, mais... Voilà, article 165 du décret de 91, c'est l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi. Donc il y a quand même une obligation de domiciliation pour qu'on retrouve le confrère. D'accord ? Là, la loi, elle n'a pas changé. Hein. Ça, c'était écrit en 1900, décret de 91, sous la loi de 1971. Et puis, après, on a, je pense, d'autres dispositions dans le règlement intérieur du barreau de Bordeaux, dans le RIB, également cette obligation d'exercice effectif de la profession, d'avoir une domiciliation. Donc, en telle hypothèse, ce que je ferais, moi, j'aurais peut-être alors, il faut se rattacher à un barreau. Je n'ai pas vérifié s'il y avait un barreau aux Bahamas. Mais bon, on va dire que vous êtes bordelais, vous êtes rattaché au barreau de Bordeaux. Donc, c'est votre barreau principal et vous exercerez exclusivement dans un bureau secondaire que vous auriez ouvert à l'étranger. Donc là, en l'occurrence, aux Bahamas, avec un exercice effectif, avec une adresse géographique, une adresse mail aussi, c'est obligatoire d'avoir un courriel, une adresse mail désormais. Et donc, on pourrait travailler à distance, mais on n'est pas encore dispensé de cette géolocalisation, enfin, cette localisation géographique, cette domiciliation professionnelle. Alors, même si, par exemple, j'ai des locaux à Bordeaux avec des collaborateurs... Ah, mais là, c'est différent. Je voyais... oui, non. Mais bien sûr qu'on peut travailler à distance. Ça s'appelle travailler à distance. Voilà. Oui. Mais du coup, en telle hypothèse, votre société elle est à Bordeaux, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, voilà, on peut travailler, mais il y a cette obligation d'être domicilié. On peut travailler depuis son bateau qui serait ancré sur le bassin. Voilà. Oui, non, mais c'est... Donc là, il n'y a pas de difficulté. Après, en revanche, il y a une difficulté, c'est que normalement, à supposer que vous ayez juste une domiciliation chez un confrère et que vous exercez depuis votre petit bateau, petit voilier, il faut quand même pouvoir recevoir la clientèle, d'accord ? Et donc ça, il faut le recevoir. C'est pas pour rien que l'ordre effectue des visites domiciliaires dans les cabinets pour voir si le secret peut être respecté, si les clients peuvent être bien reçus, si les locaux sont dignes, comment on partage une salle d'attente s'il y a plusieurs professionnels au sein de la même structure, du même immeuble. Voilà, donc ça c'était d'autres questions qui sont c'est de la casuistique. Alors, on va y rentrer un petit peu. Est-ce qu'il est possible déontologiquement de faire un premier entretien par Skype, par exemple, et
de fait, en poussant jusqu'au bout le raisonnement, de presque ne jamais rencontrer physiquement le client. Est-ce que ça serait déontologiquement acceptable? Alors j'ai regardé ce qui pourrait s'y opposer. Certaines matières s'y opposent pour sûr. À un moment donné, il va falloir que vous assuriez si c'est en droit du divorce, de la famille, que les personnes sont là, que le consentement est là. Il faut façon c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Mais je sais que dans telle matière, il faut vraiment que votre client, vous le rencontriez. Après, moi, j'ai énormément de clients que j'appelle désincarnés, mais qui ne sont pas tant. Dans tous les cas, on est mandaté par des assureurs, en responsabilité civile professionnelle, d'entreprises qui n'ont pas la direction du procès, et je les rencontrerai jamais. D'accord. Donc, déjà, c'est une réalité d'un certain exercice professionnel. D'accord. Les avoir au téléphone, on a déjà plein de clients, souvent des clients au téléphone. Donc, qu'on le fasse par Skype, je ne vois pas où il y a de la difficulté. WhatsApp, Skype, oui. Messenger. Voilà. Après, il faut s'assurer de la sécurisation des lignes. Il faut s'assurer vraiment que la personne en face de vous est la bonne personne, ou la vraie. Et alors, pour axer aussi sur cette dématérialisation, est-ce qu'il est possible d'avoir ces règlements qui soient faits via des sites type PayPal ou par une application, un peu sur le modèle d'Amazon? Alors, je ne sais pas comment fonctionne Amazon, mais chose est certaine. Le Conseil national des barreaux a pris acte de ces évolutions, et donc il y a maintenant un article 19 du RIN sur l'activité dématérialisée de l'avocat. Et qui, très explicitement, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais en tout cas, voilà, paiement des prestations de l'avocat. Donc quand on est créateur d'un site internet ou d'une plateforme, ça c'est pareil, via votre site internet, via votre plateforme, via votre application, l'avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l'exploitation d'un site internet ou d'une plateforme, en ligne, pour des prestations juridiques, peut librement percevoir toute rémunération des clients. Il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l'intermédiaire de l'un des établissements financiers qui sont autorisés et qui assurent la sécurité des paiements en ligne. Pour autant que l'identification du client reste possible à cette occasion. Voilà. Voilà ce que dit le règlement, donc la Bible de notre profession, la réglementation. Donc au contraire, faciliter. Donc tout à l'heure je disais qu'il y avait trop peu de confrères qui avaient. Moi-même, il n'est pas interactif, mon site internet, où il n'y a pas d'onglet pour suivre le dossier, où il n'y a pas d'onglet même pour payer en ligne. Ça serait parfait. Ah mais oui, ça simplifie les choses. En tout cas, ça a été envisagé et ça a été, sinon il n'a pas été légiféré, en tout cas, c'est réglementé, avec cette possibilité de le faire dans le cadre des nouvelles prestations en ligne. D'accord. Alors, je vous propose de passer maintenant à une troisième partie sur l'action du barreau, mais également sur l'action du Conseil national des barreaux, le CNB. Et première question, c'est de savoir, par rapport à la plateforme qui a été lancée, avocat.fr, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'était nécessaire parce que sur cette toile immense qui est du web, d'Internet, etc., si on tape avocat divorce, on va d'abord tomber pas sur des sites qui maintenant peut-être un peu moins, mais sur des sites qui ne sont pas des sites d'avocats, qui sont des sites du droit, comme on parlait tout à l'heure dans les propos introductifs. Donc la profession a réagi, a créé une plateforme et on aimerait que les 60 000 avocats de France, c'est ça, je ne sais plus le chiffre exact, soient référencés pour que chaque fois qu'on tape avocat, on tombe de suite sur cette plateforme. Ça a été correctement fait, ça a coûté cher à la profession. Et il faut inciter les confrères, jeunes et moins jeunes, à s'inscrire en ligne. Il y a une liberté totale, parce que c'est comme une sorte de super annuaire avec un super référencement pour lequel travaillent des permanents du CNB et de cette plateforme-là. Vous mettez votre spécialité, votre région et votre taux horaire. Et ensuite, est-ce que le premier rendez-vous est gratuit? Est-ce que la première demi-heure ou la première heure? Donc tout cela, effectivement, est une très bonne initiative. Et comme toute bonne initiative,
elle sera excellente que si les confrères s'y mettent, s'en saisissent et jouent le jeu. Alors, Voilà, et au-delà, c'est vrai que ça permet aussi, c'est une autre des vertus de notre ordinalité, ou ensuite du Conseil national des barreaux à notre niveau, c'est d'essayer de lisser et qu'il y a des gens, ça coûte cher tout cela, donc créer une plateforme, si je veux créer une plateforme c'est très cher, il y en a certains qui ont la frappe de force économique pour le faire, d'autres non, et donc là, c'est la profession qui est rémunérée par nos cotisations, qui va investir dans des outils tout à fait pertinents et utiles. Alors, autre initiative, autre investissement, celui du barreau de Bordeaux, c'est l'incubateur qui a été lancé donc mercredi dernier en grande pompe à la Convention nationale des avocats. Est-ce que c'est le moyen, à votre sens, pour le barreau de rentrer dans cette évolution numérique, de rentrer presque dans le 21e siècle, parce que ça... On est bien là maintenant dans le 21e siècle. Alors la question initiale c'est de savoir ce que faisait le barreau vis-à-vis justement par rapport à ces développements-là. On a dans cette dernière mandature, ce dernier bâtonnat, et c'était déjà mis en place il y a par les prédécesseurs du bâtonnier actuel, refait une refonte du site internet pour une meilleure visibilité. Donc avec un accès aussi pour nous, private et professionnels, pour qu'on puisse avoir accès à toutes nos mises en état dématérialisées, etc. Donc ça c'était un premier point, ça a pris du temps, ça coûte de l'argent. Il y a plein de choses que j'aimerais qu'on puisse mettre en place sur notre formation continue en ligne, pour qu'on puisse justement valider en ligne, qu'on puisse payer en ligne. Tout cela est fait dans notre barreau d'appartenance, c'est le barreau du Québec. Là, il y a vraiment des sites internet extrêmement bien faits qui nous permettent ça. Donc, bon. Et ensuite, effectivement, il y a les incubateurs. Un incubateur ou une pépinière ou un incubateur, on pense d'abord un service que l'avocat donnerait, c'est comme ça que je le voyais, à des entreprises qui sont innovantes. Mais là, c'est pas ça. L'incubateur du barreau de Bordeaux, c'est pour aider des confrères qui ont des projets innovants, donc des avocats, ou une idée spécifique dans le numérique, mais pas que dans le numérique, des projets innovants pour la profession ou pour des clients, et qui vont être confrontés à des interrogations déontologiques ou techniques, et aussi financières. Est-ce qu'il peut y avoir des levées de fonds? Donc effectivement, le barreau de Bordeaux, le 18 octobre dernier, a créé Positive Avocat, qui est notre... Positive Attitude. Positive Attitude Avocat, qui est voilà, et donc qui est le logo de notre incubateur. Et il y a une fédération des incubateurs des barreaux de France, avec plusieurs grands barreaux qui se sont agglomérés avec Paris pour faire cette fédération et pour aider des confrères qui ont des bonnes idées et pour leur trouver des liens. On imagine même à Bordeaux pouvoir mettre en place des levées de fonds sur certains projets. Dans les incubateurs des barreaux certains barreaux de France, il y a souvent des applications qui vont être développées, mais au service de la profession, notamment. C'est pas que vis-à-vis du public. Mais l'incubateur, numérique ou innovation, plutôt, tout ce qui est projet innovant, c'est aider les confrères à faire émerger ces projets-là. Et alors, un projet qui pourrait être porté, développé, est-ce que vous pensez qu'une application qui permettrait à la personne, au justiciable, en se géolocalisant, de savoir autour de lui quels sont les avocats, leurs spécialités, les notaires, les huissiers qui sont autour de lui, est-ce que ce serait possible? En se connectant aux différents annuaires. C'est une question piège parce que c'est piégeux parce que on a déjà sur le site de l'ordre des facilités de retrouver les confrères en fonction de leur spécialité, leur adresse non, mais en tout cas ils appartiennent tous au même barreau et nous avons un devoir et de réserve et de neutralité à l'égard des confrères. Donc je vois pas comment, mais peut-être me trompais-je, comment un barreau pourrait développer, parce que votre vraie question c'était en plus avec le taux moyen horaire, donc ça c'est même pas la peine d'y penser. C'est un avocat et c'est ensuite dans la fixation des honoraires que vous verrez
Oui, avec votre client. Donc oui, peut-être qu'il y a un taux moyen, un taux d'honoraire moyen qui est de 200 ou 300 euros ou 150 ou 500, peu importe. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est pas comme ça qu'on peut fixer le taux horaire. Mais on peut adapter aussi, et ça je vous renvoie à la réglementation sur l'honoraire. Donc je pense que le puçage ou la géolocalisation des avocats autour de soi, non. Enfin, Oui, je non, vois pas l'intérêt que le barreau aurait à développer une telle application, étant donné que notre annuaire a été rebrossé, correctement rempli, et la plateforme avocat.fr en fonction de la ville, de la pas de la spécialisation, alors la spécialisation dûment acquise et validée par le CNB, très bien, mais aussi des domaines d'intervention. Et c'est intéressant juste pour ça, parce que tout à l'heure nous ne l'avons pas dit, mais dans les sites internet, on a le droit de parler de nos domaines de compétences, même si on n'a pas une spécialisation dessus. Donc, les domaines d'intervention dans les domaines d'intervention, ça on peut le faire sans faire croire qu'on est spécialiste, mais en tout cas c'est domaines d'intervention. Donc je vois pas l'intérêt. D'accord. Alors, autre possibilité, on va revenir sur le barreau de Paris, qui a ouvert un espace numérique de travail à ses avocats pour leur permettre d'avoir accès aux bases numériques. Donc aux différentes bases numériques d'Alloz, Lamiline, etc. J'imagine. Est-ce que on pourrait imaginer que des barreaux de province, alors pas forcément le barreau de Bordeaux seul, mais par exemple sur la Nouvelle-Aquitaine ou en allant chercher des barreaux comme Toulouse, Nantes, etc., pourraient arriver à se regrouper pour proposer la même chose à leurs avocats? Mais on l'a déjà en fait. Il faut pas opposer Paris-Province. En revanche, la seule opposition qu'on peut faire, c'est les très gros moyens du barreau de Paris par rapport à un petit barreau de province. Je crois fermement au regroupement des barreaux, c'est une certitude. Donc nous, par l'intermédiaire de la CARPA Sud-Ouest, par l'intermédiaire du barreau de Bordeaux, on a, chaque année, on regarde ça un peu plus près, mais effectivement, on donne déjà des accès aux avocats à l'ex-base, pour ne pas le citer, et ça coûte déjà très cher au barreau de Bordeaux ou à la CARPA. Donc ça, après, quand on met, je comprends mieux le sens de la question, et quand on donne des accès aux avocats, après on sait combien d'avocats ont eu accès. Donc ont eu accès à ces données numériques de documentation juridique. Voilà, oui, on sait exactement. Donc on sait combien on paie et on sait combien de gens l'utilisent. Et manifestement, il n'y a pas tant d'avocats que cela qui utilisent cela. Voilà. Donc c'est déjà fait en province, ça a un coût trop cher par rapport au nombre d'utilisateurs. Et que voulais-je dire d'autre? Mais là pareil, c'était une volonté ordinale que de mettre cela en place pour gommer les différences économiques entre les confrères. Oui, parce que pour un petit cabinet comme le mien, il faut compter à peu près 15 000 euros, entre 15 et 20 000 euros d'abonnement par an à cette documentation, avec un seul prestataire. Je ne donne aucun nom pour ne pas faire de publicité. Mais donc il y a des cabinets qui ont besoin de cet accès-là. Donc on a une très belle bibliothèque du barreau où les gens peuvent aller, à la fois papier, à la fois dématérialisé, des accès. Donc tout ça existe. Voilà, je le sais. Ouais. Oui, d'accord. Mais je connaissais la bibliothèque papier, mais je ne connaissais pas la bibliothèque numérique. Si, il y a une bibliothèque numérique avec des accès, et puis on renégocie chaque année. Et parfois on s'interroge sur s'il y a lieu de maintenir ou pas ces abonnements-là numériques pour les confrères. D'accord. Et alors, une autre question, pour revenir sur la publicité, mais là, pas forcément la publicité individuelle, mais la publicité fonctionnelle. Est-ce que le barreau de Bordeaux aurait intérêt à relancer des campagnes de publicité fonctionnelle sur Internet, principalement? Et donc, dans ce cas-là, quelles seraient les limites à apporter à ces campagnes de publicité? Déontologiquement, bien entendu. Alors, on a depuis 4 ans maintenant une chargée de communication qui s'occupe de cette publicité fonctionnelle, ordinale, qui est donc le pendant de la publicité personnelle, professionnelle que font les avocats pour leur propre cabinet. Il y a tout un plan de com qui est mis en place. Donc, on a effectivement fait filmer des scénettes, de mise en situation pour que les gens qui vont sur notre site internet comprennent au décours d'un accident de la circulation, d'un divorce, etc. Donc c'est des mises en scène comme ça, donc ça on a fait filmer, on le diffuse sur les réseaux sociaux.
Il y a de la publicité fonctionnelle, elle va au-delà d'Internet, c'est-à-dire qu'on on fait aussi des journées de portes ouvertes, les journées de la fiscalité, les journées de la famille. Le dernier événement, il y a trois semaines à peu près, c'était un cabinet ouvert sur la place Péberlan. Donc ça, c'est de la communication, de la publicité fonctionnelle qui est faite. Et est-ce que ça a besoin d'être dématérialisé? Je pense qu'au contraire, peut-être. On le fait en partie, mais un bel événement comme celui qui a été fait avec les partenaires du barreau sur la place Péberlan il y a 3 semaines est exceptionnel parce qu'on a une vraie visibilité et on est au contact du justiciable et qui parfois a encore cette idée qu'on est dans une tour d'ivoire, un peu loin de tout, un peu loin de tout le monde, avec une vue un petit peu trop haute, ce qui n'est pas du tout le cas. L'avocat maintenant... il va dans les entreprises, il va au contact de ses clients et il a tout intérêt s'il veut garder, pardonnez-moi l'expression, ses parts de marché aussi. Et l'humanité, c'est une des clés de voûte de notre profession et donc c'est bien d'aller au contact aussi du justiciable dans ce genre d'événement. Donc je pense qu'en termes de communication, on a quand même bien dépoussiéré les choses, on a bien avancé, tout est toujours perfectible. Mais bon, on a des contrats avec des télévisions locales, qui sont après relayés, ou avec les journaux locaux qui sont ensuite relayés de façon dématérialisée. Donc je pense que l'œuvre des 2 derniers bâtonniers et bâtonnières sur les 2 derniers mandats a été une œuvre assez importante vis-à-vis de cette communication. D'accord. Alors, je vous propose de passer à la dernière partie donc, de notre entretien, qui va porter sur les legal tech. Pour commencer, je vais me permettre de citer la pensée de Maître Aéry, qui indiquait dans le journal Le Monde... Je ne sais pas qui c'est Maître Aéry. C'est un piège. D'accord, ok. Oui, parce que, qui avait fait un rapport sur la profession d'avocat. Voilà. Nous pouvons parfaitement imaginer, d'ici quelques années, que les questions les plus usuelles posées par certains justiciables fassent l'objet de réponses par le seul truchement de l'intelligence artificielle. Comment puis-je porter plainte d'une telle affaire? Auprès de qui? Sous quelle forme? Dans quel délai? Auriez-vous un modèle? Etc. Est-ce que vous partagez la pensée de Maître Aéry et est-ce que, de fait, vous croyez en l'usage de l'intelligence artificielle pour des questions assez usuelles comme celle-ci? Alors ces petites questions-là, ça relève pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais en tous les cas, c'est de la documentation en ligne. Et c'est là la différence entre la documentation juridique que je mets en ligne, qui que je sois, quelle structure que ce soit, bon, ça on a le droit de donner de la documentation en ligne. Ensuite, dès qu'on va commencer à adapter la documentation, on bascule dans le conseil juridique qui est donc protégé et un monopole notamment, parce qu'il n'y a pas que nous, mais en tout cas les avocats, les notaires aussi et les experts comptables, on est dans le conseil juridique après. Donc ça c'est une première chose. Donc les clients quand ils viennent aujourd'hui, bien il y en a qui veut créer une nouvelle activité avec une nouvelle société. Croyez-moi bien qu'avant de venir, il est déjà allé voir les statuts qu'on peut trouver librement sur Internet. Avant, on les achetait chez le buraliste, à la maison de la presse, ou un bail. Bon. Donc tout ça, ils l'ont. Donc les questions usuelles, c'est pas de la prospective que de dire qu'effectivement, on peut répondre aux questions usuelles du justiciable. Les services aussi publics s'y sont mis sur les sites internet de .gouv, notamment le site servicepublic.fr. Voilà, donc tout ça, ils ont ça en ligne, et après, la question est de savoir quelle plus-value on apporte. Donc, sur des questions vraiment très basiques, si je dois même passer une demi-heure ou 1 heure sur le sujet, à mon taux horaire, ça ne va pas être très rentable pour le justiciable. Donc effectivement, avoir un relais par cet intermédiaire-là est tout à fait faisable. L'idée vraiment maintenant, dans le monde dans lequel on exerce, c'est de savoir quelle est la plus-value qu'on apporte. Voilà. C'est pas faire un copier-coller de ce qu'on a déjà trouvé sur Internet, parce que de toute façon, le client l'a déjà entre ses mains ou par devant lui. Donc c'est vraiment l'idée d'apporter cette plus-value. Gagner du temps aussi, peut-être. Mais oui,
Est-ce qu'il pourra saisir? Alors, on peut aussi maintenant, on va pouvoir saisir en ligne directement pour certaines juridictions. On en a parlé lors de la dernière convention nationale des avocats à Bordeaux, du 18 au 21 octobre dernier. Voilà, on va pouvoir saisir, même le justiciable, directement les juridictions en ligne. Oui. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, il faudra bien qu'il ait un mode opératoire, une recette. Comment ça fonctionne exactement, ouais. Autre question donc, sur l'évolution numérique, la justice prédictive. Alors, on sait que ça se développe de plus en plus, et même parfois marche forcée outre-Atlantique. Alors, vous êtes avocat, donc, comme on le rappelait, au barreau de Bordeaux, mais aussi au barreau du Québec. Avec cette double vision que vous pouvez avoir de la profession, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la justice prédictive et l'entrée dans la profession? Alors, je le vois comme un formidable outil dans certains domaines pour aider le professionnel du droit qu'est l'avocat dans la stratégie qu'il va mettre en œuvre dans son dossier. Ça, c'est un outil merveilleux. Quand vous opposez Paris-Province ou France-Nord-Amérique, alors le Québec, c'est une province à part, et la justice prédictive n'est pas extrêmement développée, me semble-t-il, enfin, sauf si je me trompe, mais... non, peut-être alors. Non, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, par exemple, le RPVA n'existe pas au Québec, vous voyez. Le réseau virtuel pour les avocats, pour tout ce qui est nos actes en ligne. Donc, ils ont pas toujours un temps d'avance. Pas pour ça qu'ils ont un temps de retard, mais en tout cas, là-dessus. Ils vont gérer différemment. Voilà. Chose est certaine, c'est que dans Nord-Amérique, aux États-Unis, effectivement, certaines juridictions ont recours à de tels logiciels, d'algorithmes, d'intelligence artificielle pour même appliquer les peines, voilà, par exemple. Donc là, c'est ultra choquant parce qu'il faut quand même une personnalisation des peines et enfin, pour moi, ça me choque en tous les cas. Donc ça peut marcher dans certains domaines. Ce qui a été appliqué aux États-Unis sur la prédiction des jugements ou surtout ces genres de logiciels qui aident le juge à prendre sa décision, là il n'y a plus vraiment d'individualisation de la peine. Donc il y a des domaines dans lesquels c'est extrêmement heurtant aux droits des libertés et droits fondamentaux. Dans d'autres domaines, on a fait des études aussi en France pour voir comment ça pourrait fonctionner. Et notamment à la Cour d'appel de Rennes, de mémoire. Et sur quoi? Sur la justice prédictive, sur effectivement l'aide par rapport au... Et par exemple, l'aide aux magistrats, ça marche bien dans certains domaines de reconduite des étrangers à la frontière. Je sais que ça pouvait fonctionner. Je prends, par exemple, la justice prédictive, on va dire, voilà, vous allez mouliner toutes ces informations et vous allez me dire, en donnant le cas précis, par exemple, d'un accidenté de la circulation, de la route, et tel âge, quels sont ses taux d'incapacité, tout ça, combien, de manière générale en France, un tribunal m'allouera. Et combien l'assureur m'a offert. Et donc grâce à cette aide d'intelligence, enfin, c'est comme ça que je le vois moi, hein. Après, oui, non, mais effectivement. Parce que vous ne voulez pas m'amener sur ce sujet. Ah non, tout à fait. Donc du coup, là on peut dire au client, voilà, en France, alors si on va à Bordeaux, si on va à Rennes ou à Strasbourg, grosso modo, vous allez percevoir cela. Donc l'offre de l'assurance c'est là, on peut l'accepter ou pas. Pareil peut-être sur un domaine aussi que je ne connais pas, mais sur les prestations compensatoires. Voilà. Donc les domaines dans lesquels ça marche très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce que nous avons vu aussi comme démonstration récemment lors de notre convention nationale des avocats à Bordeaux, c'est cette intelligence artificielle, le robot qui va vous aider. Qui remplacera jamais un collaborateur, tout ce qu'il y a d'humain, de stratège. Certains intervenants nous ont rappelé qu'il n'y avait pas de conscience du robot, alors que nous, on a un métier de conscience, d'humanité, il faut aussi ressentir les choses. Bon, en revanche, c'est sûr que si en un quart de seconde, ou même il me donne la jurisprudence adaptée, la plus conforme, il faut se saisir de ces nouveaux outils. Sachez que derrière toutes ces logiciels, ces robots, des plateformes de prédictrices, de prédiction judiciaire, il y a souvent des avocats de votre génération qui, grâce à un incubateur, vont trouver un développeur. C'est ça aussi le but de nos incubateurs, c'est de mettre en relation les gens
Et puis, je refais une petite parenthèse, mais c'est parce que là, on ne l'a pas dit. Et puis, par exemple, vous, Louis, vous aurez cette idée-là. Quelqu'un aurait eu une autre idée un peu différente, mais se heurterait aux mêmes difficultés déontologiques ou techniques. Et dans le cadre de cet incubateur, on va lui apporter des réponses, vous voyez, et le mettre en relation déjà avec quelqu'un. Ah tiens, moi j'ai eu cette idée-là, et vous, tel autre, et avec le technicien. En tout cas, derrière tous ces logiciels-là, il y a souvent des développeurs très intelligents, des vrais techniciens du numérique, un avocat qui a une idée parce qu'il connaît quand même la matière juridique, et souvent un doué élève diplômé d'une des plus grandes écoles de commerce, par exemple. Qui va se servir de, oui, parce qu'après, de ses compétences pour vendre son produit. Parce que tout cela ne sera pas gratuit, mais il faut que nous prenions ce virage. Le virage numérique, moi je suis de ceux qui... je pense l'avoir déjà pris, pas tout à fait encore. On a encore 3 ans pour s'y mettre, au délai au-delà duquel, dit-on, date butoir, à partir de 2020, si la profession ne s'est pas encore améliorée là-dessus, si les avocats n'ont pas conscience de ces nouvelles technologies à notre service pour gagner du temps, pour être plus efficace, plus percutant et pertinent, et d'autres prendront le pas, comme les legal tech. Oui, voilà, oui. Ouais. Et puis les personnes... d'autres, ou des vrais commerçants. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Ou les membres de la profession, enfin, les personnes qui ont le cursus de la profession, mais qui sont sorties de la profession pour développer leur légalité. Voilà. Dernière petite question, qui va se rapprocher du sort de la profession à moyen terme. Il existe beaucoup de sites pour noter, Note ton prof, TripAdvisor, etc. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un site équivalent pour les avocats? Et est-ce que, si ça existe, la profession a réagi à cette existence? Alors, tous ces sites, on sait comment ça fonctionne d'ailleurs, TripAdvisor et autres, c'est que en général, on s'autonote ou on fait noter par des copains. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'un site qui pourrait noter et comparer les plus de 60 000 avocats français? Non. Et c'est au résultat de cela que la Cour d'appel de Paris, je pense, a rendu des décisions. Bon, je vous les donnerai, mais en tous les cas, oui, c'est sur le texte du Code de la consommation que la Cour de Paris a sanctionné un éditeur d'une plateforme de mise en relation d'usagers avec des avocats qui se présentaient notamment comme le comparateur d'avocats numéro 1. Donc oui, ça existait. Oui, la Cour d'appel de Paris a été saisie, puisque souvent les sièges sociaux de tels sites sont en région parisienne ou à Paris. Et alors que les critères de classement ne sont pas exposés, et que ce comparateur, ouvrez les guillemets, portait nécessairement sur un groupe restreint d'avocats. D'accord ? Donc oui, ça existe. 63 000 avocats, c'est cela. Donc ça pose quand même un problème de classement. Qui est le meilleur? Comment est le meilleur? Moi, je crois que le meilleur classement qu'on peut avoir, c'est le client satisfait, la satisfaction d'un client satisfait qui vous fera une bonne réputation, et un satisfait pourra être plus désagréable à votre égard. Mais quand on cherche un avocat, en général, on peut aller regarder par rapport à la spécialisation qu'ils ont, par rapport au référencement, la séduction des sites internet ou de la présentation qu'on peut avoir. Mais après, c'est la confrontation réelle, ou par téléphone, peu importe. En tout cas, la confrontation de leurs problématiques juridiques, judiciaires, avec la réponse et la stratégie qu'on va leur apporter. Oui, la compétence de l'avocat. Donc, comparateur, on a déjà essayé, ça a déjà été sanctionné. Il faut être vigilant, parce que mon attention a été aussi attirée récemment, il y a quelques semaines, sur des sites qui persistent à dire que c'est le meilleur avocat. Ou alors sur un site d'un confrère, et qui est référencé, puis ça va vers un autre en disant c'est le meilleur avocat en droit social, ou en droit je ne sais pas quoi. D'accord, ok. Donc il faut être vigilant, parce que en plus, et puis je rappelle le texte fondateur, en tout cas qui doit nous guider, il ne doit pas y avoir de publicité, et c'en est une publicité comparative et dénigrante. Si moi, Bertrand Lux, je suis le meilleur dans mon domaine, vous êtes le plus nul. Donc c'est dénigrant, c'est comparatif et dénigrant, et donc c'est prohibé. Effectivement. Enfin, je crois. Oui, c'est relativement logique. Je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Bon courage pour tous ces sites à inspecter. Et je crois que vous allez voir passer le nôtre dans pas longtemps. Avec plaisir. Bonne soirée à tous et
bon courage. Alors, notamment, une petite pensée pour les étudiants qui passent le CRFP, qui ont eu leur résultat lundi, et qui s'attaquent maintenant aux oraux. Et puis, pensez également pour ceux qui passent le CAPA maintenant. Allez, merci.